Bonjour et bienvenue dans cette fiche de lecture consacrée à l'effondrement des sociétés complexes. Alors auparavant, je sais que Michel Drac a fait une fiche de lecture déjà sur ce livre. En revanche, sa fiche de lecture est relativement courte, puisqu'elle fait une quinzaine de minutes. Et en lisant ce livre, j'ai pu constater qu'il y avait une densité énorme de connaissances et que Michel Drac, forcément, n'avait pas pu tout retranscrire, surtout sur un temps aussi court. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant, je pense pour beaucoup de gens, de prendre le temps de fouiller, de disséquer un peu plus cet ouvrage. Donc je sais que j'avais dit que je ne referais pas de fiche de lecture à l'avenir, mais j'ai changé d'avis, on a le droit. Et pour mes futures fiches de lecture et celle-ci, je vais essayer d'instaurer un code de difficulté selon les ouvrages. J'ai retenu un petit peu la codification comme pour les pistes de ski. Donc bleu, ce sera pour les ouvrages qui sont faciles. Le vert, c'est pour les ouvrages qui seront un peu moins faciles. Le rouge pour les ouvrages qui commencent à être un petit peu difficiles. Et le noir pour les ouvrages qui sont très difficiles. Cette codification a pour but un petit peu d'aiguiller ceux qui ne sont pas habitués à lire et de savoir dans quoi ils vont s'engager avant d'acheter ou de commencer à lire un livre. Donc, pour faire simple, au niveau de ce code de difficulté, le bleu, ça concernerait essentiellement des romans, voilà, qui peuvent être intéressants de lire. Le vert, ça commence à être une difficulté un peu plus corsée, donc ça va concerner des essais relativement accessibles malgré tout. Et le rouge, on arriverait à des essais plus complexes, et le noir, des sujets ou des essais de philosophie extrêmement complexes. À titre d'exemple, l'effondrement des sociétés complexes, c'est un ouvrage que j'ai choisi de codifier à la fois vert et rouge. Vert pour ceux qui ont des bases en anthropologie et en économie, puisque forcément on prendra moins de temps et on comprendra mieux tout ce qui est des considérations donc anthropologiques et économiques, et donc ça nécessitera moins de difficultés pour ces personnes-là. Pour ceux qui n'ont aucune base en anthropologie et en économie, c'est un ouvrage que je considère comme étant rouge parce que il remet en cause, il apporte énormément de connaissances au niveau de ces matières-là. Donc voilà, cet ouvrage, j'ai choisi de le classifier en vert et rouge. Pour un ordre d'idée, par exemple, des ouvrages comme Les faits sont têtus ou Comprendre l'Empire d'Alain Soral, c'est des essais donc, qui ont été rédigés de manière relativement simple. Ces ouvrages-là, je les aurais classés par exemple en bleu et vert. Et des ouvrages comme Capitalisme, Désir et Servitude de Frédéric Lordon, avec un vocabulaire extrêmement complexe, lui je l'aurais plutôt classé en rouge et noir. C'est un petit peu pour vous faire une idée de ce classement que j'ai élaboré, un peu pour vous aiguiller. Voilà. Donc je vais commencer immédiatement cette fiche de lecture en rentrant dans le fond du sujet. Donc, en première partie, Joseph Tenter essaye de définir l'effondrement. Pour définir cet effondrement, il s'arrête à une définition relativement courte pour qu'il y ait peu d'ambiguïté, et il définit l'effondrement comme un processus politique conduisant à une perte rapide et déterminante d'un niveau établi de complexité sociopolitique. Par rapide, il entend quelques décennies, et par déterminante, il entend une perte substantielle de la structure sociopolitique. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, pour savoir concrètement ce qu'il entend et ce qu'il désigne par cet effondrement, je vais citer les faits qui se manifestent selon lui lors d'un effondrement politique. C'est parti. Alors, l'effondrement se manifeste lors des faits suivants. Un moindre degré de clivage et de différenciation sociale, moins de spécialisation économique et professionnelle des personnes, des groupes et des territoires, moins de contrôle centralisé, c'est-à-dire moins de régulation et d'intégration des divers groupes économiques et politiques par les élites, moins de contrôle du comportement et moins de discipline excessive, moins d'investissement dans les épiphénomènes de la complexité, par exemple l'architecture monumentale, les réalisations artistiques et littéraires, etc. Moins de flux d'informations entre les individus, entre les groupes politiques et économiques, et entre un centre politique et sa périphérie,
moins de partage, de commerce et de redistribution des ressources, un plus petit territoire intégré au sein d'une seule unité politique. Bon. Donc ça, c'est pour les faits qui accompagnent l'effondrement politique dont il est question. Si Joseph Tenter a une définition très précise de ce qu'est un effondrement politique, c'est qu'il veut éviter de tomber dans des analyses culturelles qui introduisent une subjectivité significative quant à la notion de déclin. C'est-à-dire que si on a une vision très précise de ce qu'est une bonne et une mauvaise culture, on va pouvoir facilement désigner de manière subjective telle chose comme un déclin ou telle chose comme n'étant pas un déclin. Donc pour éviter de tomber dans cette subjectivité, Joseph Tenter essaye de bien cloisonner la définition qu'il a d'un effondrement politique. À la suite de ces définitions, Joseph Tenter donne 19 un petit peu descriptions de civilisations qui se sont effondrées, pour rappeler que c'est des choses qui sont arrivées tout à fait régulièrement dans l'histoire humaine et dans l'anthropologie. Et donc ça fait un petit peu un inventaire à l'après-vert de plein de sociétés qui se sont effondrées. C'est assez descriptif et il ne rentre pas dans les détails, dans les causes, etc. Et il se contente de décrire des civilisations qui se sont effondrées. Voilà pour la première partie et son introduction à l'effondrement. Donc dans un deuxième chapitre, Joseph Tenter essaye d'analyser ce qu'est, selon lui, la nature de la complexité. Selon lui, la complexité doit se comprendre selon deux aspects, l'inégalité et l'hétérogénéité. Alors, pour désigner ces éléments, il les définit de la manière suivante. Il définit l'inégalité comme un aspect pouvant être considéré comme une différenciation verticale, un rang ou un accès inégal aux ressources matérielles et sociales. Et l'hétérogénéité se caractérise selon lui par une distribution inégale des professions et des rôles au sein d'une société, c'est-à-dire l'apparition progressive de classes sociales. Donc, selon lui, c'est deux choses qui sont très importantes pour comprendre à la fois l'émergence et le fonctionnement des sociétés complexes. Et il observe qu'à la base, avant que ne se forme la société complexe, il y a une forte inégalité et quasiment aucune hétérogénéité, donc c'est-à-dire aucune classe sociale, voilà. Mais il peut y avoir des accès tout à fait considérables, des différences tout à fait considérables dans l'accès aux ressources, quelles qu'elles soient. Et partant de cette inégalité, ça va être un petit peu autour de cette inégalité, souvent que les sociétés, les premières sociétés, les premiers États vont se construire. Donc ça, c'est la première observation qu'a Tenter, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on a finalement assez peu conscience, de se dire que les États, les sociétés complexes émergent des inégalités et que après par la suite, on va le voir, elles continuent à les entretenir, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Donc Joseph Tenter observe également qu'il y a régulièrement un débat entre les anthropologues pour qualifier ce qui est un État de ce qui ne l'est pas. Donc la plupart des anthropologues s'accordent sur les traits caractéristiques suivants au niveau des sociétés-États, à savoir l'organisation territoriale, la différenciation par classe et profession plutôt que par lien de parenté, le monopole de la force, l'autorité de mobiliser les ressources et le personnel, et la compétence légale. Alors, a priori, ces caractéristiques qui permettent de distinguer les sociétés État des sociétés non-État sont relativement claires. Pourtant, dans les faits, il y a toujours une zone grise finalement entre le moment où la société est considérée sans État et où elle devient après considérée avec État. Il y a toujours une phase transitoire qui est un petit peu floue, même si ces caractéristiques sont a priori nombreuses et limpides. Pour essayer de prendre conscience du processus qui fait passer une société non-État vers une société État, je vais vous lire trois catégorie entre guillemets, d'état intermédiaire, c'est-à-dire de la situation avant que la société soit un État, mais où elle n'est pas encore une société, enfin elle n'est plus vraiment une société sans État. C'est un peu les phases transitoires qui ont pu être identifiées par certains anthropologues. Classen et Skalnick
sont deux anthropologues, distinguent trois types d'états liminaires. Les états liminaires inachevés. Dans ce type, la parenté, la famille et les liens communautaires dominent encore les relations politiques. La spécialisation à temps plein, la taxation ad hoc, c'est-à-dire la taxation adaptée selon les cas, la persistance de la réciprocité et des contacts directs entre le chef et ses administrés sont limités. Donc ça, c'est la première catégorie d'états en phase de conception. La deuxième étape, ce serait les états liminaires caractéristiques. Donc dans cette variété, la parenté est pondérée par les liens à la région. La compétition et les nominations contrebalancent l'hérédité. Les principaux rôles administratifs sont attribués à des personnes non apparentées et la redistribution et la réciprocité dominent les relations entre les couches sociales. Et les états liminaires transitoires, donc dans cette catégorie, la parenté n'affecte que des aspects marginaux du gouvernement. L'appareil administratif est dominé par des fonctionnaires nommés et avec l'apparition de la propriété privée des moyens de production, se développe une économie de marché et des classes sociales ouvertement antagonistes. Donc voilà, ça, selon ces anthropologues, c'est les trois étapes d'un État qui se construit. Ça me paraissait, bon, c'est un détail finalement dans le livre, mais ça me paraissait important d'avoir ça en tête pour se faire une idée dont se forme la manière dont se forme un État, c'est-à-dire que ça commence plutôt par des chefferies, puis au fur et à mesure ça s'élargit, il y a de moins en moins l'aspect héréditaire qui rentre en jeu, etc. etc. Pour expliquer l'origine des États, les causes qui sont avancées par les anthropologues, on distingue généralement au moins 4 tendances. La première de ces tendances, ça va être l'encadrement et la gestion, donc notamment par exemple le fait de mobiliser de la main-d'œuvre, soit pour gérer le commerce extérieur, soit pour faire des grandes constructions de monuments, etc. etc. Ça, ou pour l'irrigation, hein, pour permettre de l'agriculture intensive, etc. etc. Ça, c'est la première tendance qui va faire que les anthropologues pensent que les sociétés complexes et les États naissent. La seconde tendance, ça va être plutôt le fait que les conflits intérieurs, c'est-à-dire des rapports de force entre les classes sociales, va faire émerger un État. C'est essentiellement le fait qu'il y ait une classe qui veuille préserver ses avantages acquis qui va faire qu'elle va se débrouiller pour qu'un État apparaisse, pour se protéger elle-même. Une troisième tendance au niveau des anthropologues, ça va être les conflits extérieurs, ça va être finalement pour se protéger des nations extérieures et dangereuses, ou alors des pillards, etc. etc. Les États vont naître parfois pour ces raisons-là. Et la dernière tendance, c'est en fait une synthèse. La synthèse qui fait que certaines tendances, par exemple le fait de pratiquer l'agriculture intensive, ça va plus facilement faire des classes sociales, puisque mécaniquement, etc. etc. Donc c'est une espèce d'entrelacement des trois précédentes tendances. Alors pour aller un petit peu au-delà de ces 4 tendances que je viens d'énumérer, on peut constater qu'il y a au moins finalement 2 grandes écoles de pensée au sein des anthropologues qui justifient au niveau des fondamentaux la création des États. Il va y avoir la théorie du conflit et la théorie de l'intégration. Donc elles ont chacune des caractéristiques qui sont vraiment tout à fait antagonistes. Et je vais essayer de les récapituler pour bien voir comment naissent les États selon diverses écoles de pensée. Donc dans la théorie du conflit, les intérêts sociaux sont divergents. Donc, fondamentalement, il y a des classes sociales qui s'opposent et qui essayent de tirer à elles les avantages économiques et sociaux. Tandis que dans la théorie de l'intégration, les intérêts sociaux sont partagés. C'est-à-dire que si on se regroupe pour faire des choses en commun, c'est parce qu'on a plus intérêt à le faire. Dans la théorie du conflit, la domination et l'exploitation sont beaucoup plus fortes que les avantages collectifs qu'elles génèrent. Tandis que dans la théorie de l'intégration, c'est les avantages collectifs qui sont plus attractifs que la domination et l'exploitation qui génèrent. Les individus s'intègrent à l'État en étant soumis par la coercition, donc ça c'est dans la
théorie du conflit, c'est-à-dire que les individus sont un peu forcés de s'intégrer à l'État s'ils veulent survivre. Et dans la théorie de l'intégration, c'est les individus qui s'intègrent à l'État en dégageant un consensus sur son fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils s'intègrent, c'est un peu une libre adhésion de vouloir appartenir à l'État parce qu'en contrepartie, ça va leur offrir des avantages qu'ils n'avaient pas en dehors de l'État. Les sociétés, donc dans la théorie du conflit, les sociétés sont essentiellement vues comme le théâtre de lutte de pouvoir par les tenants de la théorie du conflit. Donc y a notamment beaucoup de marxistes qui soutiennent la théorie du conflit, mais pas seulement. Voilà. Donc dans la théorie de l'intégration, les sociétés sont vues comme des systèmes intégrés d'intérêts particuliers mis en synergie, qui bénéficient au plus grand nombre. Dans la théorie du conflit, l'État a pour rôle majeur de dominer, exploiter et punir les parties dominées des sociétés complexes, tandis que dans la théorie de l'intégration, l'État a pour rôle majeur de centraliser, coordonner et diriger les parties prenantes des sociétés complexes. Et enfin, dans la théorie du conflit, la complexité sert d'abord les intérêts égoïstes de quelques-uns avant de servir l'intérêt de toute la société, tandis que dans la théorie de l'intégration, évidemment c'est l'inverse, c'est d'abord l'intérêt de toute la société avant de servir les intérêts égoïstes de quelques-uns. Donc, ça m'a particulièrement intéressé dans cet ouvrage, c'est-à-dire que de constater que depuis très longtemps, ces deux écoles de pensée, elles remontent, au moins aussi loin que la civilisation elle-même, c'est-à-dire que de tout temps, quand il y a eu des historiens qui se sont intéressés à la chute des civilisations, il y en a qui ont rapidement pris le parti de penser que c'était des conflits au sein de la société qui faisaient apparaître la société, et d'autres qui faisaient que c'était un rassemblement de volonté de construire ensemble. Tenter, c'est un peu également mon point de vue, penche un petit peu quand même du côté de la théorie de l'intégration. Et il reproche un petit peu à la théorie du conflit et au marxisme de faire un peu du réductionnisme psychologique, c'est-à-dire de tout ramener à la psychologie des acteurs et pas de tenir compte de leur intérêt physiologique, matériel, etc., etc. Et dans beaucoup de faits réels, observables, malgré tout, il y a un léger avantage à la théorie de l'intégration. Pour autant, la théorie du conflit a des arguments de poids et dans une certaine mesure, elle est pertinente. Faut pas en écarter une plus que l'autre. C'est-à-dire que c'est deux théories qui sont plus en compétition. Et à titre personnel, et je crois que c'est aussi un peu le cas de Tenter, c'est-à-dire que je pense que pour expliquer la création des sociétés et des États, la théorie de l'intégration est un tout petit peu plus pertinente. En revanche, quand les sociétés vont être érigées, la théorie du conflit, c'est-à-dire les rapports de force entre les classes, va devenir de plus en plus dominante. Peut-être même plus que la théorie de l'intégration, qui pourtant est pour moi la plus pertinente en matière de création de ces États. Et pour expliquer dans quelle mesure les deux théories sont pertinentes pour expliquer à la fois la création et le fonctionnement de ces sociétés complexes, ça va être de dire que effectivement la théorie de l'intégration explique bien pourquoi il y a une bonne répartition des ressources, c'est-à-dire qu'on a plus accès à des ressources diverses et variées en plus grande quantité au sein des sociétés États. Donc ça, c'est plutôt favorable à la société de l'intégration, parce que ceux qui sont en dehors de l'État n'ont pas accès à ces biens-là, et du coup, ça les encourage à créer une société à leur tour. En revanche, la théorie du conflit explique pourquoi les excédents de ce qui est produit arrivent dans les mains d'une classe sociale privilégiée. Ça apparaît toujours au sein de toutes les sociétés. Il y a toujours une société privilégiée qui a accès à une partie significative des ressources, entre guillemets, en excédent. Entre guillemets, c'est des ressources sur lesquelles ils ont réussi à mettre la main. Alors, Tenter fait une remarque qui est très intéressante, et il observe que ce qui
on peut voir en commun de toute façon dans la théorie du conflit ou la théorie de l'intégration, pour ces deux approches, c'est que les deux partent du postulat que l'État est là pour résoudre des problèmes et qu'il naît dans l'inégalité. Ça ne fait aucun doute, c'est-à-dire que le fait qu'il naisse dans l'inégalité, c'est absolument incontestable, c'est-à-dire que pour la théorie du conflit, certes, il y a une inégalité d'accès aux ressources ou de patrimoine économique, etc., etc. Et cette inégalité-là va motiver la classe sociale supérieure, entre guillemets, imposer sa domination sur celles qui ont moins d'accès à ces ressources économiques, etc., va motiver ces classes supérieures à imposer l'État, tandis que dans le cas de la théorie de l'intégration, ça va être pour une plus juste répartition des ressources, une volonté en fait d'amoindrir, de niveler ces inégalités que va se créer l'État. Donc les deux finalement constatent cette inégalité, mais ils n'expliquent pas la création de l'État de la même manière. Alors, après avoir fouillé un petit peu la nature des sociétés complexes dans ce second chapitre, Tenter passe à l'étude des effondrements qu'on peut constater au niveau des divers ouvrages qui lui sont consacrés. Alors, d'abord, il fait la liste il catégorise un petit peu tous les types d'effondrements qu'il a pu recenser. Donc je vais vous faire la liste, il y en a 11. Donc les thèmes majeurs de l'effondrement sont la diminution ou l'épuisement d'une ou plusieurs ressources vitales dont dépend la société. Première raison. Deuxième raison, la création d'une nouvelle base de ressources. Troisième raison, l'apparition d'une catastrophe insurmontable. Quatrième raison, la réaction insuffisante aux circonstances, sous-entendu de la part de l'État. Cinquième raison, d'autres sociétés complexes qui influencent dans une certaine mesure la première. La sixième raison, des envahisseurs. La septième raison, des conflits de classe, des contradictions sociales, une mauvaise administration et une mauvaise conduite des élites. Huitième raison, le dysfonctionnement social. Neuvième raison, les facteurs mystiques. Dixième raison, l'enchaînement aléatoire d'événements. Et onzième raison, les facteurs économiques. Donc, ces types d'effondrements sont particulièrement détaillés par Tenter, je ne vais pas les reprendre un par un. Après les avoir analysés, Tenter dit qu'ils sont tous relativement fondés, sauf peut-être l'approche mystique, qu'il considère comme très peu pertinente. Et il constate qu'elles contiennent toute une part de vérité, mais ce que lui l'intéresse, c'est que partant du constat que un grand nombre de civilisations, de sociétés complexes se sont effondrées, il a envie de dégager une espèce de mécanisme qui puisse expliquer tous les effondrements et reprendre un petit peu la plupart des causes qu'il a pu recenser. Et ça va être un petit peu l'objet de son livre et de sa théorie. Alors le quatrième chapitre s'appelle « Comprendre l'effondrement, la productivité marginale du changement politique ». Au cœur de la théorie de Tenter, il y a la notion de production marginale. Alors pour ceux qui n'ont pas fait d'économie, je vais essayer de donner des définitions qui sont relativement précises. La production moyenne, c'est la production pour chaque unité de production, en moyenne donc, tandis que la production marginale, c'est la production supplémentaire par unité de production additionnelle. L'idée qui est au cœur de l'ouvrage, alors là c'est important, si vous voulez comprendre ce qu'essaye d'élaborer Tenter comme principe qui conduisent à l'effondrement des sociétés complexes, ce serait la loi des rendements décroissants. Cette loi établit le fait que les investissements croissants dans la complexité ne parviennent pas à produire des rendements croissants dans les mêmes proportions. Sur le long terme, Tenter soutient que les investissements dans la complexité produisent des rendements décroissants. Donc l'idée qu'il y a derrière Tenter, ça va être que les sociétés complexes, pour survivre, pour surmonter leurs problèmes, vont avoir tendance à faire des investissements, productifs ou autres, disons des investissements,
pour lesquels les rendements vont être bons dans un premier temps et au fur et à mesure du temps vont petit à petit décliner. Ça, c'est l'idée cœur. Et là où c'est assez habile, c'est que Tenter va illustrer et va décomposer cette loi dans 4 domaines. Le premier domaine, ça va être la production de ressources, minérales, agraires, etc. Le deuxième, ça va être le traitement de l'information. Le troisième, ça va être le contrôle sociopolitique. Et le quatrième, ça va être la productivité économique d'ensemble. Donc c'est à travers ces 4 aspects que Tenter va développer sa loi, va expliquer dans quelle mesure elle peut rentrer en compte. Le premier domaine d'application, et qui est finalement le plus intuitif pour cette notion de rendement marginal décroissant, ça va être la production de ressources. Pour le dire le plus simplement, en règle générale, les populations humaines agissent de façon rationnelle et elles ont tendance à exploiter les ressources qui sont les plus accessibles et les moins coûteuses à exploiter. C'est une règle générale qui est relativement incontestable. Effectivement, on peut imaginer que les agriculteurs vont avoir tendance à cultiver d'abord les champs les plus fertiles, les mineurs vont avoir tendance à d'abord aller dans des mines qui ont les gisements les plus prolifiques, etc. etc. C'est une loi qui est relativement rationnelle, relativement compréhensible, et au fur et à mesure où on va exploiter des champs, où on va avoir besoin de plus de champs, de plus de métaux ou de minéraux, on va aller dans des lieux ou dans des zones qui vont être moins productives. Ça, c'est tout à fait logique, ou la manière de l'exploiter, par exemple au niveau de l'agriculture, on va commencer par des méthodes d'agriculture qui vont être extrêmement rentables, qui vont nécessiter peu de main-d'œuvre et qui vont avoir des rendements significatifs, puis au fur et à mesure que la population va grossir, etc., et la société va se développer, on va avoir tendance à aller vers des modèles d'agriculture plus intensifs, et ça va être des modèles qui vont être plus consommateurs en ressources, etc. Par exemple, au début, on va faire ce qui s'appelle de la jachère forestière, c'est-à-dire que c'est aussi connu sous le nom d'agriculture sur brûlis. Donc d'abord, on va mettre le feu à une parcelle forestière, on va faire un écobuage, la jachère forestière tropicale, etc. etc. C'est un système qui demande très très peu de main-d'œuvre et qui va avoir un rendement considérable. Et puis quand on va avoir besoin de plus de rendement, on va passer à la jachère arbustive. Donc c'est un petit peu plus... c'est un petit peu comme la jachère forestière, ça consiste un petit peu à mettre le feu sur une zone. Sauf que là, la période de jachère qui va s'en suivre va être plus courte, c'est-à-dire on va attendre simplement que ce soit des arbustes qui repoussent, et du coup ça va faire une jachère de 6 à 10 ans, tandis que la jachère forestière, la jachère pouvait atteindre jusqu'à 25 ans. Donc du coup il y a une rotation plus grande, et du coup on revient plus régulièrement faire des cultures sur cette zone. Après, il y a la jachère courte, etc. Donc la jachère, ça dure qu'1 ou 2 années. Après, il y a la culture annuelle, donc c'est plus ou moins ce qu'on pratique nous, c'est-à-dire on sème, on récolte tous les ans. Et puis là, il y a la polyculture, donc elle ne peut pas être pratiquée partout, mais c'est ce qu'il y a de plus extrême, parce que la terre est cultivée en permanence. Donc voilà, ça c'est un exemple pour dire que en fait c'est pas seulement une question de ressources abondantes à tel endroit ou à tel autre, c'est aussi une question de méthode et de main-d'œuvre qui est requise pour telle ou telle manière de collecter les ressources. Ensuite, Tenter passe à la question du traitement de l'information. Donc selon Tenter, effectivement, il y a une hausse de la charge de communication, et très mécaniquement, on peut comprendre que le nombre d'informations augmente selon la taille du groupe et la complexité sociale, c'est-à-dire que pour une société où il y a quasiment que des agriculteurs, de toute façon l'information à traiter, ça va être
la production agricole, mais au fur et à mesure où la société va se complexifier, où il va y avoir des médecins, etc., etc., et donc des domaines de plus en plus vastes à couvrir au niveau du traitement de l'information, ça va générer des coûts, etc., etc. Et plus on va collecter de l'information, plus ce sera lourd et moins ça aura forcément d'intérêt au vu des coûts que ça génère. Bon, au niveau du traitement de l'information, je peux pas m'empêcher de constater que on voit quand même un biais analytique qui apparaît chez Tenter, à savoir que il va avoir une tendance un petit peu excessive à mon sens de vouloir tout envisager sous le prisme de sa théorie des rendements décroissants. Bon, après on va voir que Tenter va étudier 3 grands effondrements en détail. Le problème, c'est que, par exemple, le traitement de l'information, il y en a au moins 1 ou 2 pour lesquels ça concerne absolument pas ces sociétés complexes, ces civilisations passées qui se sont effondrées. Et que la plupart des graphiques sur lesquels il s'appuie pour montrer qu'il y a une explosion des coûts du traitement de l'information, ça va être des données qui sont récentes, qui vont concerner le 19e ou le 20e siècle. Donc c'est des données qui vont être finalement qui vont concerner notre société et dont il prétend que ça explique la chute de civilisations passées. Donc ça pose pour moi un petit problème et il va se retrouver à poser des axiomes qui sont pour moi contre-intuitifs. Par exemple, il va dire comme axiome que la connaissance générale produira toujours des bénéfices plus élevés que les connaissances spécialisées. Et il dit ça, il pose ça comme axiome, mais il le justifie pas vraiment. Et moi, intuitivement, ça me pose un problème parce que je suis pas certain que 50 enfants qui apprennent des connaissances très générales sur les mathématiques, le théorème de Pythagore, sur des dates historiques, etc., ou donc des connaissances d'ordre vraiment très général. C'est plus bénéfique à une société que 45 illettrés sans connaissance ni rien, et 5 personnes qui sont spécialisées dans la médecine, dans la comptabilité, etc. Je ne parle pas en termes d'équité, de justice sociale, hein, on s'entende bien. Je parle en termes d'intérêt social, si vous voulez. Pour moi, la spécialisation, ça a un intérêt social qui me paraît d'une importance significative, et poser un axiome de ce type-là, pour moi, ça démontre rien, et voilà, ça justifie pas que les traitements de l'information aient un rendement décroissant, justement. Donc c'est bon, une petite objection que j'ai sur la question du traitement de l'information pour Tenter. Donc le troisième aspect sur lequel il développe sa théorie des rendements décroissants, c'est relatif au contrôle sociopolitique. Et là, enfin, pour moi, c'est très intéressant, c'est pas forcément le domaine auquel on pense, et pourtant, c'est effectivement d'une importance considérable pour comprendre pourquoi certaines sociétés complexes vont s'enliser dans une complexité qui va, au bout du compte, leur nuire. Donc ce contrôle sociopolitique, il le décline en 6 catégories, hein, à savoir par exemple la taille croissante des bureaucraties, la spécialisation croissante des bureaucraties, la nature cumulative des solutions organisationnelles, l'imposition croissante, les coûts croissants des activités de légitimation et les coûts croissants du contrôle intérieur et de la défense extérieure. Tenter part du principe que les êtres humains qui constituent les sociétés sont relativement rationnels et que, à ce titre, ils vont d'abord engager les dépenses les moins coûteuses avant d'engager les dépenses les plus coûteuses. Ce qui fait que face à des problèmes qui sont à même de survenir au sein d'une société complexe,
d'abord la société va commencer par engager des dépenses peu coûteuses, parfois ça résout le problème, parfois ça ne le résout pas, et au fur et à mesure où le problème est persistant, la société va engager des solutions de plus en plus coûteuses. Sauf que le temps passant, il y a toujours des problèmes qui apparaissent, etc. Donc des nouveaux coûts qui s'ajoutent, et malheureusement, Tenter dénote une capacité, une difficulté à supprimer les mesures obsolètes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu une solution qui a été mise en place, ben, on va la laisser persister dans le temps, même si elle est plus tout à fait nécessaire. Enfin, il y a une notion d'accumulation des solutions organisationnelles, et donc plus il va y avoir une multiplication des problèmes, plus la taille et la spécialisation des bureaucraties va augmenter, et plus les solutions organisationnelles vont s'accumuler, et parallèlement, forcément, l'imposition va avoir tendance à augmenter. Et donc, par rapport à cette imposition qui augmente, il va y avoir des coûts d'activité, enfin, le coût des activités de légitimation, c'est-à-dire que pour justifier que l'État est toujours légitime, malgré ses impôts, il va falloir qu'il verse peut-être des allocations, etc., etc., qui distribue du pain, etc., et des jeux, etc., pour pouvoir dire, regardez, je suis légitime, j'ai une raison d'être parce que je peux vous apporter tout ça. Et donc ça va générer des coûts supplémentaires qui vont s'ajouter, et aussi l'autre manière de justifier ça, c'est d'avoir un contrôle intérieur qui permette de modérer ces mécontentements, mais là par le contrôle et la répression. Donc il va y avoir ce mouvement-là, et puis quand on va avoir donné des acquis sociaux d'une certaine manière, l'État va avoir toujours beaucoup de mal à les retirer, tandis que il va y avoir une espèce de conservation systématique des avantages acquis, et c'est très difficile de revenir dessus, sinon bah, c'est nécessairement des manifestations d'ampleur, tandis que dans le temps, finalement, ces avantages acquis ne peuvent que s'accumuler mécaniquement. Donc c'est selon lui l'aspect du rendement marginal décroissant, c'est-à-dire qu'au début on va avoir très peu on va avoir un état entre guillemets minimal, et puis au fur et à mesure qu'il y a des revendications, qu'il y a des problèmes qui surviennent, etc., que l'État manque de légitimité, en fait, moins un État va être légitime, plus il va être obligé de multiplier les choses qui vont accroître sa légitimité au niveau social. Donc voilà, c'est tout cet aspect-là qui rentre en compte dans la théorie de Tenter d'une manière relativement juste, hein, je pense, selon moi, et dont c'est un aspect dont on n'a pas forcément conscience, effectivement. Voilà pour le contrôle sociopolitique. Enfin, Tenter arrive au quatrième aspect de son application des rendements marginaux décroissants, à savoir la productivité économique d'ensemble. Donc cet aspect reposerait sur l'idée que la productivité marginale décroissante des secteurs précédemment évoqués, donc par exemple la production de ressources ou le contrôle sociopolitique, conduit à une consommation accrue du budget qui ne peut être utilisée que pour l'investissement dans la future croissance. C'est-à-dire que plus vous allez investir dans l'extraction de vos ressources qui vous consomment de plus en plus de temps, ou plus vous allez accroître le coût sociopolitique de votre légitimité, du fonctionnement de l'État au sens large, plus vous allez accroître ces dépenses-là, moins vous allez pouvoir investir dans la future croissance économique et la future la recherche, etc., etc. Plus vous allez, entre guillemets, prendre sur les générations futures pour essayer de satisfaire les générations présentes, en quelque sorte. Mais il admet quand même que la croissance de la productivité dépend en très large partie des innovations techniques, mais il explique que ces innovations sont liées aux efforts de recherche et de développement qui sont eux-mêmes soumis à la règle des rendements décroissants. Il affirme également que l'innovation technique répond souvent à une pénurie de main-d'œuvre. Donc là, c'est quand même des points sur lesquels je suis beaucoup moins d'accord avec Tenter, c'est-à-dire que
Bon, affirmer que l'innovation technique répond souvent à une pénurie de main-d'œuvre, bah, oui, j'imagine que ça peut être le cas dans certains cas, mais dans d'autres, je pense que les gens qui font des innovations techniques, c'est aussi des gens qui avaient le temps de réfléchir, donc, entre guillemets, qui avaient un excès de temps et de réflexion pour prendre le temps d'essayer de concevoir des nouvelles choses, des nouvelles inventions. Donc, cette affirmation-là, par exemple, je la prendrais avec beaucoup de distance, et puis globalement dire que les efforts de recherche et développement, ça suit la loi des rendements marginaux décroissants, je suis pas tout à fait d'accord, hein. Enfin, j'ai plutôt dans l'impression que ça suit une courbe ascendante, et enfin, non, j'adhère pas à ça, hein. Je trouve qu'on est encore dans le biais analytique de Tenter qui consiste à tout envisager sous le prisme des rendements marginaux décroissants. Euh, pour justifier un petit peu ce parti pris, Tenter va s'appuyer sur le fait que les dépenses en recherche et développement et les brevets qui sont générés, les brevets ont tendance à décliner, tandis que les dépenses en recherche et en développement dans tel ou tel secteur ont tendance à augmenter. Ben, déjà, je pense que c'est important d'accepter qu'il y ait une forme d'inégalité ou de subjectivité dans l'importance des inventions. C'est-à-dire que un brevet sur tel ou tel aspect, ça va certainement pas avoir autant d'importance que l'invention de la roue. C'est-à-dire qu'il y a des inventions qui sont structurantes, qui vont totalement bouleverser la société, et d'autres qui vont avoir quasiment aucun impact, ou alors qui vont disparaître tout de suite. C'est-à-dire que on peut pas évaluer l'innovation qui est visible dans une société par son nombre de brevets, et au même titre que estimer la capacité d'innovation d'une société en fonction de ses coûts en recherche et développement, ça me paraît extrêmement simpliste. Et je trouve que c'est un peu forcer les choses pour faire rentrer sa théorie dans plein d'aspects. Donc moi je suis sceptique, hein. Alors, faut pas croire que je vois tout en noir, hein. Autant la théorie des rendements marginaux décroissants est très intéressante en matière de production des ressources, et également pour le contrôle sociopolitique, ça fait aucun doute, c'est important d'avoir conscience pour comprendre pourquoi des sociétés continuent un peu toujours à faire pareil, à monter en complexité, à jamais à se remettre en cause, etc., etc. Ça paraît fondamental. Par contre, sur l'aspect traitement de l'information, pour moi, ça n'a jamais expliqué aucun effondrement de société complexe, hein. Peut-être que ça expliquera en partie le futur effondrement de notre société, mais en l'occurrence, les effondrements passés sont pas un peu complexes, et en l'occurrence, lui-même, dans ses futurs exemples, fait pas le lien avec le traitement de l'information qui sera en hausse. Il en parle pas après. Et au niveau de la productivité économique d'ensemble, pour moi, la productivité, c'est effectivement fortement lié à l'innovation technique, pas que, hein, il y a aussi l'effet d'expérience, etc., qui joue, hein, mais les gains de productivité sont liés à l'innovation technique, et l'innovation technique, par essence, c'est quelque chose qui est terriblement imprévisible. Ça va pas dépendre des coûts de recherche et développement, enfin, ou à la marge, hein, mais dire que c'est quelque chose qui suit les rendements décroissants, ça me paraît assez fou. Ça voudrait dire qu'on aurait, dans les premières années de la civilisation, on aurait inventé les trucs les plus importants, puis après, petit à petit, on aurait inventé de moins en moins de choses. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a été long à faire nos premières inventions, à inventer la roue, au bout d'un moment, on a inventé aussi l'imprimerie, quand la société était prête, etc. Et là, depuis 200 ans, on est en train de faire plein d'innovations qui se superposent et qui s'enchaînent, etc. Et c'est limite inquiétant, hein, tellement il y a d'innovations, tellement notre vie ne ressemble absolument pas à la vie de nos ancêtres d'il y a 100 ans, et encore moins à celle de nos ancêtres d'il y a 300 ans. Donc il y a vraiment une explosion des innovations techniques. Donc postuler un rendement marginaux décroissant sur ces innovations techniques, j'adhère pas du tout à ça. Voilà.
pour mon opinion sur cette question. Alors, donc pour un peu illustrer sa théorie de l'effondrement des sociétés complexes, Tenter va prendre l'exemple de 3 effondrements, à savoir l'effondrement de l'Empire romain, l'effondrement des Mayas et l'effondrement des Amérindiens Chacoan. Je vais essayer de pas m'étendre sur la description de ces 3 civilisations et la description de leur effondrement, hein, si vous voulez en savoir plus, et c'est extrêmement intéressant. Je vous recommande de lire le livre de Tenter. Au sujet de l'effondrement de l'Empire romain, Tenter remarque que pendant 150 ans au moins, 150 ans, hein, l'Empire romain a dévalué sa monnaie. Alors, pour dévaluer une monnaie, donc a priori c'est une monnaie métal, donc on peut se dire que c'est compliqué de dévaluer une monnaie métal, mais non, c'est très simple, il suffit, donc ce que l'Empire romain a fait pour dévaluer le denier, ce qui était sa monnaie de l'époque, il a réduit lentement la teneur en argent de son denier. Alors le denier qui avait une teneur moyenne en argent de 91,8% en 54 après Jésus-Christ va lentement s'affaiblir pour en 211 après Jésus-Christ, donc presque 150 ans plus tard, n'avoir plus qu'une teneur en argent de 58,3%. Alors moi, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser au dollar, parce que y a des graphiques quasiment identiques où on voit le dollar, le rapport entre le dollar et l'or, qui font exactement de la même manière. Et donc, bizarrement, le déclin de la monnaie de Rome fait énormément penser au déclin de la monnaie américaine actuelle. Donc ça, c'est le premier point qui m'a beaucoup interpellé. Et la deuxième chose, c'est également entre 235 et 285 après Jésus-Christ, au niveau de l'affaiblissement. Donc là, on arrive à un moment où effectivement l'Empire romain est encore plus affaibli, et ça se voit particulièrement au niveau des empereurs. Normalement, un empereur, c'est quelqu'un qui reste toute sa vie empereur. Là, l'Empire romain est tellement affaibli qu'en l'espace de 50 ans, il y a 15 empereurs qui vont succéder à la tête de l'Empire. Donc ça fait des durées de même pas 4 ans et quelques à la tête du pouvoir. C'est ridicule. Hein. Et je veux dire, moi, pour faire pour faire un lien avec la vie politique actuelle, pendant un long moment en France, on avait des présidents qui se faisaient élire une première fois, leur mandat durait 7 ans, et après ils se faisaient réélire parce qu'ils avaient gardé une forme de légitimité. Les gens pensaient que leur action était globalement bénéfique ou suffisamment bénéfique pour rester au pouvoir. Là, ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, c'est que déjà les mandats ont été raccourcis, et même avec ces mandats plus courts, ils n'arrivent pas à faire un deuxième mandat, tellement au bout d'un seul mandat, ils sont décrédibilisés, les gens veulent autre chose, etc. Donc ça, pour moi, c'est un signe de fragilité politique qui fait écho un petit peu à notre vie politique actuelle. D'accord. Cette valse des empereurs se retrouve un petit peu dans la valse des présidents. Bon, après, comparaison, c'est pas raison, c'est vraiment un indice, c'est un petit indice qui est assez intéressant. Après avoir donc décrit ces effondrements, Tenter va revenir finalement sur les causes fondamentales de ces 3 effondrements. Donc par exemple sur l'Empire romain, il va observer que d'abord les conquêtes vont être profitables à l'Empire romain, vont lui apporter beaucoup de richesses, mais au fur et à mesure des conquêtes, les conquêtes vont être moins lucratives en quelque sorte, et l'Empire romain va moins pouvoir tirer profit de son expansion. Sauf que le problème, c'est que les bénéfices de ces conquêtes avaient permis à Rome, et surtout à Rome, et aux plébéiens, etc., de ne plus produire de denrées agricoles, c'est-à-dire que l'Empire romain vivait dans une situation de dépendance vis-à-vis de ses colonies, il faisait venir énormément de ces denrées alimentaires de l'étranger, etc., enfin de ses colonies plus exactement, mais aussi il achetait
des biens qui venaient de l'étranger, en utilisant entre guillemets le trésor de guerre qui avait été capté au moment des conquêtes de l'Empire. Et au fur et à mesure, donc les conquêtes vont être de moins en moins profitables à l'Empire. La production agricole et artisanale va être insuffisante donc à elle seule, puisque au fur et à mesure l'Empire romain va atteindre ses limites, et il va s'apercevoir que la production de ces ressources agricoles et artisanales suffit plus à payer l'immense armée qu'il avait dû constituer pour son empire, etc., etc. Donc, ça va commencer à introduire un problème budgétaire au sein de l'Empire romain. Et puis, parallèlement au fait que l'artisanat et l'agriculture suffisent plus à financer ces armées, il va y avoir de plus en plus d'incursions barbares qui vont affaiblir et décrédibiliser l'Empire romain, qui a de plus en plus de mal à payer ses légions. Et il va y avoir une espèce de cercle vicieux qui va s'introduire, c'est-à-dire que l'Empire romain va avoir besoin et l'empereur va avoir absolument besoin de son armée pour se maintenir au pouvoir et pour repousser les barbares, sauf que pour entretenir son armée, il va augmenter les impôts sur les producteurs les artisans producteurs et les agriculteurs. Ces impôts vont devenir tellement lourds que sur les parcelles les moins rentables, les gens vont préférer ne plus rien cultiver que de cultiver des choses pour lesquelles ils n'arrivent plus à être rentables vu le poids des impôts. Donc ça va faire d'autant moins d'impôts, et puis au fur et à mesure, ça va faire un cercle vicieux, c'est-à-dire que les parcelles qui étaient un tout petit peu plus rentables que celles qui étaient plus rentables vont devoir supporter encore plus d'impôts. Ça va être à leur tour des parcelles qui vont être plus du tout intéressantes à cultiver, etc., etc. Et donc il va y avoir quasiment des zones qui étaient à moitié fertiles qui vont être totalement abandonnées, et du coup ça va engendrer des pénuries alimentaires, donc une hausse du coût des aliments, etc., etc. Donc ça va mettre en place un cercle vicieux qui va faire que progressivement l'Empire va perdre en légitimité face à des incursions barbares, etc., etc. Mais ça va quand même s'étendre sur une durée très très longue. Là, la valse des empereurs, ça a succédé au fait qu'on avait retiré des deniers de la valeur de la monnaie, donc ça s'étale au moins sur 200 ans. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de l'Empire romain, Tenter va appliquer sa loi des rendements marginaux décroissants aux conquêtes de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il va dire qu'effectivement les premières conquêtes, la Gaule, etc., ça va être des conquêtes qui vont être très 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 fructueuses, parce qu'elles vont lui permettre d'une part d'avoir un trésor de guerre conséquent, et d'avoir des provinces qui vont être très très productrices de denrées agricoles, etc., etc. Et au fur et à mesure où ils vont agrandir leurs frontières, ça va être des conquêtes qui vont être tellement lointaines et sur des zones finalement assez peu fertiles que ça va pas générer de substrat d'énergie, de richesse pour l'Empire. Et il va y avoir un rendement marginal des conquêtes militaires finalement, et d'autant plus que les conquêtes militaires étaient en fait quasiment à la base de la construction de l'Empire romain, et sans ces conquêtes militaires, l'Empire qui s'était construit sur les conquêtes militaires va que pouvoir décliner au niveau politique. Donc c'est finalement l'effondrement politique de l'Empire romain est appliqué et expliqué selon Joseph Tenter par le fait qu'il y ait un rendement marginal des conquêtes militaires. Au sujet des Mayas, donc d'abord il pose les bases, le contexte de la civilisation maya, donc savoir un milieu géographiquement hermétique, où il y a le développement
rapide de l'agriculture intensive sous la pression démographique et l'insécurité. C'est-à-dire que les parcelles en terrasse étaient à la fois plus faciles à défendre et avaient un rendement plus élevé. Donc ça va se développer assez rapidement et ça va engendrer donc la naissance d'un État et il va y avoir très rapidement un clivage social qui va apparaître. Les élites vont laisser apparaître également une espèce d'essor démographique parce qu'ils ont à la fois besoin de main-d'œuvre pour cette agriculture intensive qui certes produit beaucoup plus mais consomme beaucoup plus de main-d'œuvre, de besoin de personnes pour les armées parce que finalement il va y avoir plein de cités-États qui vont être plus ou moins rivales et qui vont se faire face, y compris dans des conflits militaires. Donc ça implique d'avoir des ressources humaines consacrées au domaine militaire, et puis également des main-d'œuvre qui sont consacrées aux constructions monumentales, parce que une des manières dont les élites de la société maya vont avoir de se prémunir des conflits armés, ça va être la construction artistique, en fait, en éblouissant les autres. Ils vont se dire, oh mon Dieu, regardez tout ce qu'ils sacrifient dans leur construction, donc ils doivent avoir une armée considérable et d'une puissance considérable. Donc en éblouissant les autres par leur architecture, ça avait un rôle en fait au niveau diplomatique et militaire de dissuasion. En fait, c'était une architecture de dissuasion. Donc les monuments vont symboliser la richesse du territoire et ils vont également servir à attirer des populations non affiliées et ils vont symboliser des réussites militaires. Sauf qu'au fur et à mesure, ces monuments vont perdre de leur efficacité et Tenter va appliquer le principe du rendement marginal décroissant à la production artistique monumentale, production qui va voir ses bénéfices perdre de leur intérêt au cours du temps, et ça on peut effectivement le justifier de deux manières. C'est que d'une part les populations non affiliées aux cités-États, il va quasiment plus y en avoir, et comme de toute façon toutes les cités-États vont avoir des architectures monumentales, de toute façon il y aura quasiment plus personne à attirer et tout le monde aura les mêmes arguments. Donc ça c'est la premier aspect qui fait que au début ça pouvait marcher et à la fin plus beaucoup, ça avait moins cet intérêt-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'aspect dissuasion militaire, quand toutes les cités-États vont avoir une architecture monumentale et éblouissante, finalement, elles seront toutes sur le pied d'égalité et ça n'aura plus vraiment un rôle si dissuasif que ça. Et pourtant, elles vont continuer à entretenir et à produire ces monuments alors que ça produit plus vraiment les bénéfices attendus. C'est-à-dire qu'avant ça tempérait les conflits, ça va finir par plus vraiment les tempérer. La pression démographique, comme la pression démographique était considérable et que la société maya se développait dans un bassin relativement hermétique, il va y avoir des besoins en agriculture qui vont être considérables, sauf que le territoire aura atteint relativement ses limites, et l'élite continuera à engager des gens dans ces constructions monumentales, malgré le fait que la population a atteint un seuil critique. Donc voilà. Ça, c'était pour la société maya. Pour les Chacoans, c'est une société d'Amérindiens que je connaissais pas du tout. Il va observer qu'il va y avoir des centres administratifs et de production artisanale qui vont permettre d'équilibrer des productions agraires complémentaires et diversifiées. C'est-à-dire que dans des zones, il va y avoir, par exemple, je sais pas, des productions de telles denrées alimentaires, sur tel autre, on pouvait peut-être extraire de certains minéraux, de l'argile, etc., etc. Donc, il va y avoir une espèce de complémentarité via la diversité de telle ou telle production de telle communauté, et ça va être centralisé dans des centres administratifs. Donc, ça va être comme ça que va se constituer un petit peu toute cette société complexe des Chacoans, et progressivement,
il va y avoir une intégration des zones géographiques de plus en plus excentrées, un peu moins productives. Donc plus ils vont en intégrer, moins ces zones qui vont intégrer vont être productives, et en plus ce sera moins diversifié. Donc il y aura moins l'avantage de la diversification qui permettait par exemple quand le nord a une bonne production, c'est parce que le sud ils ont eu une sécheresse par exemple, et inversement quand le nord a eu des inondations, bah, le sud a bien produit parce que voilà. Et cet équilibre là, en accueillant des zones dans lesquelles il y a moins de diversité et une moins bonne production agricole, va se cumuler avec le fait que de plus en plus des centres administratifs, donc c'était des grosses maisons qui étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus difficiles à construire et qui nécessitaient plus de main-d'œuvre, cette baisse de diversité et de production va se cumuler avec le fait qu'il va y avoir une inflation, enfin une grande dynamique de construction de ces maisons à des divers endroits qui étaient beaucoup moins productifs que les endroits dans lesquels on les construisait auparavant. Et donc, à partir de là, il va y avoir un cercle vicieux qui va s'enclencher et qui va conduire à un déclin rapide des centres administratifs qui arriveront pas à amortir les fluctuations de productivité, puisque les zones auront toutes des productions finalement de plus en plus homogènes. L'ensemble des zones en proportion. Hein. Dans le cas des Chacoans, Tenter applique le principe du rendement marginal décroissant à la production agraire de certaines zones agraires, parallèlement à l'augmentation des investissements dans les complexités des centres administratifs et de production artisanale. Voilà pour les exemples qui sont apportés par Tenter et en fait l'illustration finalement de sa théorie des rendements marginaux décroissants au travers l'effondrement de trois civilisations, trois sociétés complexes. Alors après ces exemples d'effondrement de sociétés complexes, Tenter arrive au résumé et aux implications pour la société moderne des constats qu'il vient d'établir. Il rappelle qu'en fait, il y a 4 concepts qui mènent à la compréhension générale d'un effondrement. Ces 4 concepts sont selon lui le fait que les sociétés humaines sont des organisations faites pour résoudre les problèmes, c'est-à-dire qu'une société, à savoir, et particulièrement une société complexe, va avoir dans son mode de fonctionnement un instinct pour résoudre les problèmes sociaux. Ça, c'est la première chose. Les systèmes sociopolitiques ont besoin d'énergie pour se maintenir, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à trouver l'énergie suffisante, ils finissent par s'effondrer, soit partiellement, soit totalement. Mais a priori, quand une société a plus l'énergie dont elle a besoin, elle finit par connaître un effondrement, au moins partiel. Donc le troisième point, c'est que la complexité accrue porte en elle un coût accru par habitant, hein, c'est logique, plus le coût de la complexité augmente, plus le coût de la complexité par habitant augmente, et ça implique des impôts aussi plus élevés. Et enfin, l'investissement dans la complexité sociopolitique en tant que réponse à la résolution des problèmes atteint souvent un point de rendement marginaux décroissant. C'est-à-dire que plus on va investir, plus ça va avoir effectivement un rendement, mais plus on va répéter cet investissement, plus le rendement va baisser dans le temps, jusqu'à peut-être devenir un déficit en fait. Peut-être que c'est plus un rendement positif. Donc dans un second temps, Tenter revient sur beaucoup d'autres effondrements de sociétés complexes qu'il a pu connaître dans sa carrière d'anthropologue, en leur appliquant sa théorie des rendements marginaux décroissants, mais de manière très succincte, hein, sous quelques paragraphes. Et avant de conclure sur un effondrement des sociétés modernes qui n'est selon lui ni une option ni une menace immédiate. C'est-à-dire que ça va pas arriver tout de suite, mais c'est inévitable, selon lui. Bon. Donc c'était un ouvrage très intéressant sur lequel ça m'a paru nécessaire de faire une fiche de lecture. À présent, je vais vous livrer ma critique personnelle de cet ouvrage. Donc, ce que j'ai trouvé de très positif sur cet ouvrage, c'est le début de l'ouvrage. Hein, c'est pour ça que j'y ai passé, je pense, beaucoup de temps.
qui donne selon moi un éclairage anthropologique sur la naissance des sociétés complexes et des États dont je n'avais pas connaissance. Et moi, ça m'a particulièrement intéressé, hein, cet aspect aussi d'opposition de la théorie du conflit face à la théorie de l'intégration dans la création des sociétés. Moi, c'était des bases anthropologiques que j'avais absolument pas, et la manière impartiale qu'il a eu de présenter ça, ça m'a énormément intéressé. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, c'est que sa théorie des rendements marginaux décroissants, elle est très pertinente pour la production de ressources, hein. Je pense que tout le monde peut le comprendre et là intuitivement pour la production des ressources, et également pour le contrôle sociopolitique. Ça, j'en avais probablement un peu moins conscience, mais avec un certain recul, effectivement, ça a une influence majeure. Bon, et puis la dernière chose positive, hein, dans son ouvrage, c'est que les exemples de Tenter sont extrêmement riches d'enseignements, parce que malgré tout, il y a énormément de sources, hein. Il y a beaucoup de tableaux, que ce soit la succession des empereurs, que ce soit dont j'ai parlé, la baisse de la teneur en argent des deniers romains, c'est sous forme de tableaux, beaucoup de graphiques. Alors des graphiques qui peuvent être, dont on peut juger de la pertinence ou pas dans le contexte, mais c'est très bien sourcé et très éclairant à ce niveau-là. Donc ça, c'est très bien. Puis c'est vrai qu'en termes de culture générale, ce qu'on apprend sur la société maya, sur les Chacoans, sur l'Empire romain, même sur l'effondrement de l'Empire romain, qui est très différent de ce qu'on nous apprend, plus précis aussi, hein, de ce qu'on nous apprend à l'école. Et ça, c'est des choses qui sont très, très positives. Au niveau des critiques négatives, hein, donc j'ai déjà dit un mot, donc selon moi, la théorie des rendements marginaux décroissants proposée par Tenter, autant elle est très pertinente sur l'aspect de production de ressources et des conflits sociaux. En revanche, elle l'est beaucoup moins, selon moi, pour l'aspect traitement de l'information et productivité économique d'ensemble. Bon, voilà, c'est que mon avis personnel. Peut-être, si vous voulez m'apporter la contradiction en commentaire, je vous en prie. Peut-être que j'ai pas compris, hein. D'ailleurs, il y a aussi de fortes chances que je sois passé à côté de certaines choses, ou que j'ai mal compris, parce que pour des raisons X ou Y, hein. Donc, si vous voulez me réexpliquer les choses, je suis tout à fait favorable à ça. Après, au niveau des exemples qui ont été choisis, moi j'ai quelques... Comment dire? Bon, j'ai quelques remarques. D'abord, il dit au départ que l'effondrement des sociétés complexes, c'est un processus rapide et déterminant, et par rapide, il suppose que c'est quelque chose qui prend quelques décennies. Là, manifestement, l'effondrement de l'Empire romain, ça s'étale sur plusieurs siècles, donc j'ai du mal un petit peu à superposer sa définition de l'effondrement politique avec l'effondrement de l'Empire romain. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, est-ce que c'était sa définition qui était trop restrictive, ou l'exemple qui n'était pas adapté, je sais pas, mais du coup, voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup regretté aussi, finalement, avec les exemples qui sont pris, et même les petits exemples au paragraphe qui traitent à la fin très rapidement en appliquant sa théorie, c'est qu'à aucun moment, Tenter ne prend la question de l'effondrement de l'URSS. Alors que l'effondrement de l'URSS, quand je regarde les faits et la description qu'il donne de l'effondrement des sociétés complexes, c'est typiquement l'effondrement d'une société complexe, hein. Quand on regarde simplement les faits qui s'en sont suivis, la rapidité de la chose, c'est typiquement quelque chose qui rentre dans sa définition du processus politique conduisant à une perte rapide et déterminante d'un niveau établi de complexité sociopolitique. Ça, on est clairement dans le cadre. Et il n'a pas tenté d'appliquer sa théorie des rendements marginaux décroissants à la situation de l'URSS. Alors la question, c'est de dire, est-ce qu'il considère pas ça comme une société complexe? Je sais pas, moi j'ai l'impression quand même que c'était une société complexe. Est-ce que...
alors peut-être aussi que finalement il n'a pas pris cet exemple parce que c'était quand même pas facile à faire rentrer dans sa théorie des rendements marginaux décroissants, parce que finalement l'URSS, quand on y pense, si elle s'est effondrée, c'est parce qu'il y a eu une compétition avec un État de taille et d'importance comparable, qui avait un mode de fonctionnement économique qui était totalement différent. D'accord? Ces deux États se sont mis en compétition sur le plan économique. Il y en a un qui a réussi et il y a un autre qui s'est effondré. Et ça, ben, ça rentre pas trop dans le cadre de sa théorie des rendements marginaux décroissants, et peut-être qu'il n'a pas voulu prendre en compte cet exemple-là parce que ça rentrait pas dans sa théorie. Et ça, je trouve ça malheureux. Hein. C'est un peu, enfin, ça continue un peu dans son biais analytique, c'est-à-dire que il analyse que ce qui va dans son sens et dans le sens de sa théorie, quitte à manquer de pertinence dans certains cas, ou à faire totalement des omissions qui sont qui sont pourtant d'une importance considérable. Donc voilà, sur la question des exemples, et bon, ce que je vais regretter aussi, c'est aussi à la fin de l'ouvrage, il fait un raccourci un peu, que je considère un peu trop direct, on pourra être d'accord ou pas, mais un peu trop direct avec toute l'analyse des effondrements des sociétés complexes qu'il vient de faire à travers les Mayas, les Chacoans, etc. Et il passe directement aux sociétés complexes, comme si notre société complexe pouvait connaître un effondrement comme la société Maya ou les Indiens Chacoans. Moi, ça me pose un problème parce que on parle pas du tout quand même des mêmes sociétés, et penser qu'une société qui a atteint un niveau d'innovation technique, etc., comme la nôtre, puisse du jour au lendemain connaître pas un effondrement partiel, mais un effondrement total comme la société Chacoan ou la société Maya, ça me paraît pas vraiment très sage, pas vraiment cohérent. Si vous voulez, les sociétés Maya et les sociétés Chacoan ont connu un effondrement total parce que, entre guillemets, elles venaient de rien. Quand vous passez d'une société non-État à une société État, c'est normal que vous revenez après à une société non-État composée d'une mosaïque de petites communautés. C'est normal. Ce retour à l'état naturel, il est normal. En revanche, l'Empire romain s'est pas effondré de cette manière-là. Au même titre que nous, ça, je doute fort qu'on retourne à cet état-là. Et voilà, quand il dit par exemple une nation ne peut plus s'effondrer individuellement, la civilisation mondiale se désintégrera en tant qu'ensemble, bah, il omet beaucoup d'effondrements. Il y a eu des sociétés qui se sont effondrées de manière significative. Hein, je pense que l'Argentine, quand elle a fait sa cessation de paiement, elle s'est effondrée d'une certaine manière, de manière considérable. L'URSS, elle s'est effondrée de manière considérable, et pourtant la société entière s'est pas effondrée. Je pense qu'il y a on peut imaginer une situation dans laquelle, je sais pas, les sociétés occidentales s'effondreraient, mais que le reste du monde tiendrait relativement bien le coup, hein, une fois que ce serait passé et qu'on aurait soldé les dettes. Voilà, il y a une tendance au catastrophisme que je trouve un peu excessive chez Tenter. Bon, également, à aucun moment il tient compte de la stabilité et de la solidité des connaissances scientifiques et techniques qu'on a pu acquérir, des richesses qui ont été acquises, etc., par la société, et que du jour au lendemain, on va pas revenir à des communautés primitives, parce que, enfin, ne serait-ce que parce que on a ces connaissances techniques-là, et qu'on a une capacité, une nécessité à faire qu'une société complexe se maintienne un minimum. Et d'ailleurs, ce qui manque peut-être à cet ouvrage,
ce serait une évaluation des effondrements en tant que tels. C'est-à-dire que, certes, il y a des sociétés qui s'effondrent totalement, d'autres que partiellement, etc. Et, et j'aurais aimé que dans ce livre, il y ait un jugement ou une évaluation qui permette d'établir pourquoi tel type de société s'effondre totalement et d'autres que partiellement. Ça manque un petit peu. Son ouvrage a un petit peu tendance à mettre tous les effondrements sur le même plan, et ça c'est un peu regrettable. Voilà, bon, j'espère que cette fiche de lecture vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à critiquer, etc., etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.